Nous allons consacrer cette dernière partie de la conférence de l'ACPR aux enseignements des contrôles de l'ACPR en matière de pratiques commerciales, contrôles effectués donc chez vous, les intermédiaires. Et je voudrais revenir un petit peu dans le passé au rapport d'Elmas Marsalé, qui avait été remis il y a 15 ans tout juste, en novembre 2005, au ministre de l'Économie et des Finances, et qui avait pour objectif d'améliorer les pratiques de commercialisation en matière d'instruments financiers et de contrats d'assurance vie. L'objectif vraiment de la démarche, c'était de rendre les vendeurs conseillers et non plus seulement vendeurs de produits financiers ou de produits d'assurance vie. Et il y a un certain nombre de thèmes sur lesquels des propositions étaient faites en matière de qualité de l'information, y compris en matière publicitaire, ça a été d'ailleurs évoqué ce matin, en matière de qualité du conseil et d'adéquation des produits proposés aux besoins et à la situation des clients, en matière de clarification des responsabilités respectives du distributeur et du producteur, que le vice-président a d'ailleurs évoqué aussi tout à l'heure. Et le dernier sujet, c'était la transparence à l'époque des rémunérations, des conditions de rémunération du distributeur, dans la mesure où elles peuvent éventuellement nuire à l'objectivité et à l'impartialité de ses préconisations. Donc sur ces sujets, 15 ans après, et aussi avec la mise en œuvre de la directive distribution d'assurance en 2018, on va voir un petit peu où on en est de manière très concrète, avec 3 sujets qui vont être abordés tour à tour. Le démarchage téléphonique, la commercialisation de contrats obsèques et enfin la commercialisation de contrats d'assurance vie. Alors, on va commencer tout de suite par notre premier thème avec Ariel et Julie sur le démarchage téléphonique. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Quels sont les points d'attention pour les intermédiaires sur ce sujet important? Merci Nathalie. Et bonjour à tous. Le démarchage téléphonique, voilà un sujet qui occupe la CPR depuis de nombreuses années. Alors pour mémoire, il s'agit de la technique de vente qui consiste à contacter un consommateur pour lui proposer un produit, de le contacter par téléphone, sans que l'intéressé ait sollicité cet appel. S'agissant des produits financiers et plus particulièrement des produits d'assurance, c'est une technique qui malheureusement est souvent génératrice de mauvaises pratiques. Elle soulève notamment des difficultés en matière de recueil du consentement du client à la vente, ces derniers ne se rendant pas toujours compte qu'ils sont en train de souscrire un contrat. Alors, ces pratiques sont problématiques, d'autant qu'elles ciblent très souvent des populations vulnérables et qu'elles donnent lieu à des pratiques relativement déloyales en termes de présentation, en termes d'argumentaire, qui sont assez éloignées des diligences qu'on peut attendre d'un intermédiaire financier. 4 sanctions ont été prononcées par l'autorité de contrôle en matière de démarchage téléphonique depuis 2016. L'autorité a également eu l'occasion à plusieurs reprises de communiquer, notamment par voie de presse, sur le sujet. Et pour autant, encore au premier semestre 2020, on recensait plus de 160 demandes de la clientèle liées à une pratique de démarchage téléphonique et 80% de ces demandes signalaient un défaut de consentement à la vente. C'est pourquoi aujourd'hui, il nous semblait important de revenir vers vous pour aborder à nouveau ce sujet et vous présenter les pratiques qu'on avait constatées en contrôle dans un premier temps, et également vous exposer les attentes de l'autorité et les axes de vigilance qu'il convient de développer sur ce thème. Je cède maintenant la parole à Julie. Merci Ariel. Et bonjour à tous. Donc effectivement, dans le cadre de nos contrôles, nous relevons que dans la quasi-totalité des appels analysés, le téléopérateur recourt à une, voire plusieurs mauvaises pratiques. Et partant de ce constat, nous identifions plusieurs principes qui doivent à notre sens guider la démarche commerciale. Donc déjà, le caractère commercial de l'appel doit apparaître sans ambiguïté. Et dit plus prosaïquement, le prospect doit être en mesure de comprendre à chaque instant de l'appel qu'on est en train d'essayer de lui vendre quelque chose et qu'il ne s'agit pas d'une mise à jour de son dossier ou d'un simple envoi de documentation qu'il pourra tranquillement consulter chez lui. Ensuite, le distributeur ne doit pas recourir à de fausses allégations lorsqu'il se présente. Et surtout, et c'est un cas qui est fréquent, il ne doit pas profiter de situations de quiproquo en tout genre, en laissant par exemple croire au prospect qu'il s'agit de sa mutuelle, de la caisse d'assurance maladie, de la sécurité sociale et que sais-je encore. Troisième point, le distributeur doit bâtir son argumentaire sur des éléments qui sont vérifiables et ne pas chercher à déformer des situations en les rendant inquiétantes pour le prospect.
Nous sommes ensuite très attentifs aux informations qui sont délivrées dans le cadre des appels téléphoniques, et en particulier parce que nous sommes trop souvent confrontés à des cas où aucune information n'est délivrée, ou alors une information très limitée ou très décousue, et notamment ce qui concerne les garanties au contrat. Nous relevons par exemple des cas où le téléopérateur se limite stricto sensu au non commercial du contrat, ce qui n'est pas du tout éclairant pour le prospect, voire délivre des informations qui sont finalement erronées puisqu'elles ne correspondent pas au contrat qui est finalement souscrit. Et d'ailleurs, je rappelle qu'au titre de la directive distribution assurance, le distributeur est tenu de délivrer des informations objectives sur le produit. Un petit point d'attention sur le délai de renonciation. Nous notons assez fréquemment qu'il est présenté à tort comme un délai d'analyse, ce qui est évidemment faux, et d'autant plus que cela laisse penser au prospect qu'il n'est pas en train de s'engager. Sur l'envoi maintenant de la documentation précontractuelle, donc il est évident que ce n'est pas parce que le distributeur a délivré des informations dans le cadre d'un appel téléphonique qu'il est derrière exempté de remettre ces informations sur support papier ou sur support durable, et ce avant la finalisation de la souscription bien évidemment. Au-delà de ça, et c'est un préalable, il doit s'assurer tout d'abord que les modalités de remise sont bien en phase avec la situation du prospect. Donc, par exemple, si la remise s'effectue par Internet, ce qui est aujourd'hui le cas le plus fréquent, s'assurer que le prospect dispose de l'équipement adéquat et ensuite qu'il est en capacité de l'utiliser. Et je pense par exemple au cas de personnes qui expliquent au téléopérateur qu'elles possèdent bien un ordinateur, mais qui disent plus loin dans la conversation qu'elles ne savent pas le faire fonctionner, voire qu'elles ne savent pas l'allumer. Ce qui n'a pas découragé le téléopérateur de remettre ces informations via un courrier électronique. Une fois l'information envoyée, le distributeur doit bien évidemment vérifier qu'elle a bel et bien été réceptionnée par le prospect et ensuite laisser un temps adapté et surtout suffisant pour que le prospect puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents qui lui ont été adressés. J'en viens maintenant au devoir de conseil. Ce n'est pas parce que nous sommes dans le cadre d'un démarchage téléphonique que le distributeur est dispensé de motiver sa proposition. Au préalable, cela implique évidemment qu'il ait recueilli de manière diligente les besoins du prospect et en particulier qu'il ne se soit pas limité à un recueil de données administratives du type nom, prénom, date de naissance, comme nous le déplorons parfois. Ce qui me conduit tout naturellement à la finalisation de la souscription. Le consentement ne se présume en aucun cas, il doit être parfaitement explicite et surtout les gens doivent comprendre qu'ils sont en train de s'engager et non pas le réaliser plusieurs minutes après avoir signé le contrat. Ensuite, même si vous procédez de manière systématique à l'annulation des réclamations, des souscriptions qui ont fait l'objet d'une réclamation, cela ne justifie pas pour autant les méthodes qui ont été mises en œuvre pour vendre le contrat. Et enfin, ce qui fonde le consentement, c'est bien évidemment l'ensemble de la conversation téléphonique et pas seulement le moment stricto sensu où le téléopérateur a recueilli l'accord du prospect. Et dès lors, il nous apparaît crucial que les distributeurs s'assurent de la conservation de l'ensemble des enregistrements relatifs aux ventes et ensuite mettent en place des dispositifs de réécoute de ces appels, notamment réécoute de la phase précontractuelle, car en effet, nous relevons dans nos contrôles que l'existence de certains dispositifs qualité qui consistent en la réécoute, je dirais, d'un récapitulatif calibré d'informations, récapitulatif qui d'ailleurs intervient parfois lors de la phase post-souscription. Et nous estimons que ce ne sont pas des systèmes qui permettent réellement de s'assurer de la qualité de la vente. Je conclurai sur un point d'attention. Nous sommes bien évidemment conscients à l'heure actuelle, et ce n'est pas un fait nouveau, que de nombreux schémas de distribution impliquent des entités qui sont localisées hors de l'espace économique européen. Alors pour rappel, les services de l'ACPR se réservent le droit de contrôler ces entités et le font. Et ensuite, il est bien évidemment attendu un même niveau d'exigence de la part de tous les distributeurs, et ce, indépendamment de leur localisation géographique. Et c'est d'ailleurs ce même niveau d'attente qui a conduit le comité consultatif du secteur financier, donc le CCSF, à émettre un avis que je laisse Ariel Dalens vous présenter. Merci Julie.
Alors en effet, en novembre dernier, le comité consultatif du secteur financier, qui réunit des représentants du marché, des professionnels du secteur financier et des représentants des consommateurs, a réussi à dégager un assez large consensus pour améliorer les pratiques en matière de démarchage téléphonique. L'avis qui a été adopté vise tout d'abord à mettre un terme à ce qu'on appelle la vente en un temps. Alors, c'est la technique de vente qui consiste à démarcher par téléphone une personne pour lui proposer un produit et concomitamment à lui faire conclure le contrat. Et c'est souvent dans ces situations que le client se retrouve, je dirais, à contracter à son insu, sans avoir eu le temps de consulter la documentation précontractuelle qui lui est envoyée en parallèle. Alors désormais, nous dit cet avis, il n'est plus possible de recueillir le consentement au contrat au cours de l'appel de présentation du produit, qu'on appelle aussi l'appel à froid. Alors bien entendu, on peut rappeler son client, mais on peut le faire seulement s'il y consent, seulement si on prend rendez-vous avec lui, et seulement en lui laissant un délai de 24 heures à compter de la réception des documents contractuels. On voit bien que l'objectif de cette démarche, c'est de laisser du temps au client avant de s'engager, notamment pour lire l'ensemble des documents que vous lui faites parvenir. Le deuxième axe de travail dans cet avis, ça a été de supprimer un certain nombre de modes de recueil du consentement qui ne permettent pas au client de véritablement mesurer qu'il est en train de s'engager. C'est par exemple le cas lorsqu'on lui fait répéter à l'oral, par téléphone, un code qu'il a reçu par SMS, avec un contenu de message qui n'est pas du tout explicite sur le fait que la répétition de ce code va conduire à une souscription. Désormais, nous dit l'avis CCSF, l'expression du consentement doit découler d'un comportement actif du client. Ça peut être par exemple le fait pour le client de renvoyer le projet de contrat signé, manuscritement ou électroniquement. Alors, bien entendu, la CPR va accorder une grande attention à la façon dont les professionnels ont mis en place les dispositions de cet avis CCSF, lequel d'ailleurs devait être effectif, rappelons-nous, au plus tard au 30 juin 2020. Cette vigilance paraît d'autant plus nécessaire que la crise sanitaire et le confinement ont particulièrement exposé la population à des situations de démarchage téléphonique. Et l'autorité avait d'ailleurs été amenée à expliquer au printemps dans la presse qu'il convenait, dans ce cadre, ce contexte assez anxiogène, justement de résister à la tentation de recourir à des argumentaires fondés sur la crise et potentiellement générant de l'inquiétude chez le client. Alors bien entendu, les distributeurs qui sont au contact du client sont les premiers concernés par la mise en œuvre de ces bonnes pratiques. Mais plus loin, comme on l'évoquait en introduction de cet après-midi, c'est toute la chaîne de distribution qui est en réalité concernée et qui a un rôle à jouer dans l'amélioration des pratiques. Parce que, bien sûr, le fait de ne pas être tenu à un devoir de conseil vis-à-vis du client ne veut pas dire pour autant qu'on est exempt de toute diligence en matière de commercialisation d'un contrat. Les dispositions relatives à la gouvernance et à la surveillance des produits, qui sont issues de la directive distribution d'assurance, imposent depuis octobre 2018 tant aux assureurs concepteurs de produits qu'aux maillons intermédiaires de la chaîne de distribution, que sont par exemple les courtiers grossistes, de porter attention à cette commercialisation, à la commercialisation des produits qui sont mis sur le marché, et impose également de prendre un certain nombre de mesures. Alors, s'agissant des assureurs, il s'agit, quand ils conçoivent des produits, de définir une stratégie de distribution qui est compatible avec le produit envisagé et de sélectionner des canaux de distribution avec soin, de s'assurer qu'ils sont bien appropriés, adaptés, je dirais, au marché cible du produit qu'on s'apprête à mettre sur le marché. Une autre exigence forte des dispositions relatives à la gouvernance des produits pour un concepteur, c'est de suivre le produit dans le temps et de s'assurer qu'il atteint bien, in fine, le marché cible qu'on avait identifié. Ça veut donc dire qu'il faut organiser une remontée d'informations sur les ventes pour s'assurer que ce marché est bien atteint et s'assurer qu'il n'y a pas de dérive qui nécessiterait de mettre en place des mesures correctives. S'agissons des courtiers grossistes, qui ont souvent un rôle d'animateur de réseau. Eux aussi, au titre de la gouvernance des produits, ont un certain nombre de responsabilités. Ils sont notamment redevables de la stratégie de distribution spécifique qu'ils mettent en place au travers de leur réseau. Et ils doivent garantir que cette dernière va bien permettre d'atteindre correctement le marché cible et qu'elle est bien compatible avec la stratégie qui a été conseillée par l'assureur.
Ainsi, il convient notamment de s'assurer que le réseau de distribution sur lequel on s'apprête à s'appuyer pour distribuer a bien la compétence pour comprendre les caractéristiques du produit. Il s'agit aussi de vérifier que la technique de commercialisation, par exemple le démarchage téléphonique, est bien compatible avec le produit qu'on propose. Et on peut se poser la question eu égard à la complexité d'un certain nombre de produits d'assurance. Alors concrètement, pour un courtier grossiste, il convient de s'assurer tout d'abord que lorsqu'on met à disposition de son réseau des outils de souscription, comme c'est souvent le cas, comme vous le faites, et c'est très bien, de s'assurer que les 10 outils permettent bien aux distributeurs de terrain, au contact du client, d'accomplir l'ensemble des diligences auxquelles il est tenu au terme de la réglementation. Puis autre point très important avec les dispositions relatives à la gouvernance des produits, il convient de développer des dispositifs de suivi des ventes, comme pour les assureurs, mais également des dispositifs de suivi de son réseau, pour être en capacité de remonter à l'assureur les éventuelles répercussions négatives qui pourraient être constatées sur le terrain. Parce que, comme on l'indiquait en introduction, comme tous les distributeurs, vous aussi, courtier grossiste, vous êtes tenu d'un devoir d'alerte vis-à-vis de l'assureur. Alors d'ailleurs, on constate lors de nos contrôles qu'un certain nombre d'acteurs du marché ont déjà mis en place ce type de dispositif. Alors que ce soit par le biais de... Alors on parlait de démarchage téléphonique, par le biais de dispositifs qualité amenant à une réécoute de certaines ventes, que ce soit par le suivi des taux de chute de contrat ou des taux de réclamation de son réseau. Mais des choses sont en train de se mettre en place. On a aussi vu se mettre en place de plus en plus dans les conventions qui vous unissent à vos acteurs de terrain, des dispositifs de sanctions dans l'hypothèse où l'acteur de terrain ne respecte pas les jalons qualitatifs que vous lui avez posés et qui vont de la pénalité financière jusqu'à l'exclusion du réseau si les mauvaises pratiques se reproduisent. Et on ne peut qu'encourager le développement de ce type de dispositifs qui sont complètement dans l'épure des attentes de la gouvernance des produits. Alors en conclusion, quelques mots pour redire combien la qualité de la distribution doit être un point d'attention pour tous, y compris pour l'assureur et le courtier grossiste, parce qu'in fine, le risque, et notamment le risque d'image, pèse tout autant sur les acteurs que sont l'assureur et le grossiste. Nous ne cessons d'observer que les clients qui font état d'une réclamation ou d'une demande retiennent très largement le nom de l'assureur et du grossiste, beaucoup moins souvent le nom de l'acteur de terrain qui leur a vendu le produit. Merci de votre attention. Alors, merci beaucoup Ariel et Julie. Vous l'aurez compris, le démarchage téléphonique reste un sujet d'attention significatif pour la CPR. Des contrôles ont eu lieu, qui ont donné lieu à des sanctions, ça a été rappelé par Ariel. Les contrôles vont se poursuivre sur les mois à venir et on va contrôler les assureurs, les courtiers grossistes et les courtiers de proximité sur ce sujet. On s'attend désormais à une mise au niveau complète du marché sur ce point important. Les attentes sont extrêmement claires, elles ont été délivrées de manière pédagogique à plusieurs reprises. Elles sont très détaillées dans les différents documents, dans le texte du CCSF, et donc désormais place aux meilleures pratiques et place aussi à nos contrôles et aux actions qui suivront ces contrôles si ces pratiques ne sont pas à la hauteur des textes qui ont été cités. Nous allons maintenant passer au second point pour illustrer les demandes d'amélioration que nous avons en matière d'information délivrée, de devoirs de conseil, qui est celui de la commercialisation des contrats d'assurance obsèques, donc un produit qui est fort répandu, mais qui n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît, et qui appelle à des diligences en matière d'information et de conseil, des diligences précises pour trouver le produit en meilleure adéquation avec les besoins des clients. Alors, c'est Flore Gabriel, mon adjointe à la direction du contrôle des pratiques commerciales, qui va vous expliquer nos attentes avec Florent Charby, qui travaille comme contrôleur chez vous, donc les courtiers, les intermédiaires, contrôleurs en matière de pratiques commerciales. Merci Nathalie, bonjour à tous. Donc, le marché français de l'assurance obsèque, c'est aujourd'hui un stock d'environ 5 millions de contrats et 500 000 nouveaux contrats souscrits chaque année. Donc derrière cette offre qui est déjà bien présente et grandissante, en fait, il y a une préoccupation réelle qui est celle de pouvoir prendre ces dispositions de son vivant pour faciliter l'organisation de ces obsèques. Donc face à ce besoin, un marché s'est développé dans un cadre juridique spécifiquement prévu à cette fin. Ce sont des contrats d'assurance vie, dits formules de financement en prévision d'obsèques,
dont le principe est en fait de constituer et allouer spécifiquement un capital au financement des dites obsèques. Donc si ce cadre peut sembler relativement simple, en fait il y a une réelle complexité de ce marché qui provient de la diversité des formules qui sont proposées. Donc cette diversité, elle se retrouve d'une part dans les modalités d'exécution de la prestation, puisqu'on peut citer par exemple le cas de contrat de financement simple, où le capital constitué au décès est versé à un bénéficiaire, souvent un proche de la famille, qui devra s'occuper d'organiser les funérailles. Il existe également des conventions obsèques, où là, cette fois, le capital sera directement versé à un opérateur funéraire. Un contrat de prestation obsèque y est souvent associé, même si en fait, la prestation en nature n'est pas garantie. Et c'est justement un point sur lequel Florent reviendra ultérieurement comme point d'attention. Autre source de diversité, les modalités de constitution du capital, en particulier à savoir si le caractère garanti du capital, donc savoir si ce capital est garanti ou non dès la souscription. Enfin, des modalités de paiement de primes qui peuvent être différentes, avec un certain nombre d'échelonnements de primes, et un point d'attention également en termes de diversité sur la durée de la garantie, que ce soit au moment du démarrage de la garantie, avec des existences des délais de carence, et également en termes d'échéance, puisque ces garanties peuvent être viagères, mais aussi temporaires. Donc cette diversité, elle change en fait la nature même de la garantie et le coût. Donc cela peut complètement s'entendre pour répondre à des besoins et des situations différentes, mais malheureusement, cela peut générer de nombreuses incompréhensions de la part des souscripteurs potentiels, voire des assurés, dès lors qu'il y a eu d'insuffisantes diligences au moment même de la commercialisation. Et donc en fait, c'est face à ce constat que s'inscrit l'action de la CPR. Donc cette action, elle a déjà commencé donc dès 2011 avec une publication d'une recommandation dédiée à la commercialisation des contrats d'assurance obsèques au vu des caractères parfois ambigus des informations sur ces contrats. Puis plus récemment, donc en 2018 et en 2019, par la conduite d'un certain nombre de contrôles sur place de la distribution de contrats obsèques auprès de différents intervenants de la chaîne de distribution, que ce soit donc soit des acteurs majeurs spécialisés dans l'obsèque, également des courtiers grossistes, mais aussi des acteurs de terrain type opérateurs funéraires qui sont mandatés par l'assureur, par le courtier, pour distribuer ces contrats. Donc, il y a eu d'une part un certain nombre d'actions ciblées suite à ces contrôles avec des demandes de plans de remédiation que nous sommes actuellement en train de suivre, mais aussi donc, au vu de la récurrence des insuffisances observées quant aux diligences relatives à l'information précontractuelle comme au devoir de conseil, d'autant qu'on est quand même dans un contexte de renforcement des exigences à ce titre. Nous sommes rentrés au niveau de la CPR dans un processus de mise à jour de la recommandation dont je vous ai parlé initialement. Donc, nous avons un certain nombre d'attentes spécifiques et qui doivent être déclinées donc, aux spécificités de ce marché. Et donc, nous allons maintenant vous en parler. Et Florent va vous parler des axes d'amélioration en termes d'information précontractuelle. Merci à toi, Flore. Donc, nous allons effectivement vous présenter les trois principaux constats qui ressortent des contrôles de la CPR en matière d'information précontractuelle. Le premier de ces constats, c'est que la recommandation de la CPR relative à la commercialisation des contrats obsèques est insuffisamment suivie. Ce constat repose sur l'analyse d'une centaine de dossiers clients pour lesquels nous avons cherché à déterminer si 6 des principales diligences attendues sont mises en œuvre. À titre d'exemple, la CPR recommande d'attirer l'attention du souscripteur sur le risque d'insuffisance du capital garanti par rapport au coût réel des obsèques. Et le tableau ci-joint fait apparaître que cette diligence n'est pas formalisée pour 75% des dossiers clients analysés. Alors, qu'est-ce que cela signifie concrètement, le risque d'insuffisance du capital garanti par rapport au coût réel des obsèques? Eh bien, cela fait notamment référence au fait que le coût des prestations funéraires est susceptible d'augmenter régulièrement entre la date de souscription du contrat et la date de survenance du décès de l'assuré. Donc si le capital garanti n'augmente pas de manière équivalente au coût des prestations funéraires, ce capital finit par ne plus être suffisant pour financer les funérailles. Ce même tableau fait apparaître le pourcentage d'absence de formalisation pour chacune des autres diligences recommandées par la CPR.
Et ce taux, comme nous pouvons le constater, est systématiquement supérieur à 50%. Il est même proche de 100% pour plusieurs de ces diligences, et notamment celle qui consiste à attirer l'attention du souscripteur sur les exclusions de garantie, de même que sur l'utilisation restreinte du capital, donc au seul financement des funérailles. Un meilleur suivi de la recommandation de la CPR constitue donc un premier axe d'amélioration en matière d'information précontractuelle de la clientèle. Le deuxième axe fort d'amélioration en la matière consisterait à fournir aux souscripteurs une information davantage étayée sur les caractéristiques propres au contrat proposé. Il s'agit en particulier de mieux informer la clientèle sur la nature du contrat, en précisant en particulier si celui-ci est de type prévoyance ou de type épargne. Et surtout en lui indiquant les spécificités, avantages et contraintes propres à chacune de ces deux formules. À titre d'exemple, les formules obsèques de type prévoyance ont la particularité de garantir un capital défini dès la souscription, et ce, quel que soit l'âge de survenance du décès. A contrario, pour les formules de type épargne, le capital garanti correspond à la somme des cotisations acquittées jusqu'au moment du décès. Et de ce fait, les formules de type épargne présentent des conditions de rachat qui sont en principe plus avantageuses que pour les formules de type prévoyance. De même, certains contrats prévoient un délai de carence ou un délai d'attente. Et à cet égard, la CPR a relevé que les conditions d'application de ce délai ne sont pas toujours indiquées clairement aux clients, pas plus que ne le sont d'ailleurs les conséquences de leur mise en jeu sur les garanties souscrites. Un autre axe d'amélioration, le troisième axe d'amélioration que nous avons identifié en matière d'information précontractuelle, est relatif à la transparence sur les frais et coûts, qui fait l'objet d'une attention particulière de la part de la CPR, comme nous avons pu le voir précédemment. Le principe, posé par le Code des assurances, est que le distributeur doit informer le souscripteur éventuel de tous les frais et coûts qui sont liés au contrat proposé, et cela sous une forme exacte et aisément compréhensible. L'enjeu ici est que le client dispose d'une information claire et précise sur le coût total du contrat, de façon à prendre sa décision de souscription en toute connaissance de cause. Et cet élément est d'autant plus important qu'il peut exister des solutions alternatives pour financer ces obsèques, comme par exemple la possibilité de prélever jusqu'à 5 000 € directement sur le compte bancaire du défunt, et cela sans aucun frais à débourser. Donc, dans le cadre de nos contrôles, nous avons également identifié que les contrats de l'assurance obsèques sont ponctués d'une variété de frais, dont l'effet cumulé peut être lourd pour le souscripteur, avec notamment des frais à l'entrée, donc des frais de distribution qui peuvent représenter jusqu'à 300 €, des frais sur versement qui généralement s'élèvent à 5% de la prime, ainsi que des frais de gestion, et aussi des frais de sortie en cas de rachat qui peuvent s'élever jusqu'à 5% du montant de la provision mathématique du contrat. Et il s'avère que ces différents types de frais ne sont pas toujours présentés de manière claire aux clients. Ainsi, il n'est pas toujours facile pour le client de comprendre quelle assiette sert au calcul des frais de gestion. S'agit-il de la provision mathématique ou du montant de capital garanti? Et dans ce dernier cas, est-ce le montant du capital garanti au moment de la souscription ou au terme de chaque année du contrat? Cet élément d'information n'apparaît pas toujours clairement, y compris donc dans les conditions générales des produits commercialisés. Mais si les informations relatives aux frais sont perfectibles dans les conditions générales des produits, elles le sont également dans les documents d'information clés, qui, pour rappel, sont définis par la réglementation PRIIPs et dont la remise est obligatoire pour tout contrat d'assurance comportant une valeur de rachat. Ainsi, le document d'information clé précise de façon quasi systématique que le montant indiqué de frais d'entrée inclut les coûts de distribution du produit, alors que dans certains cas, des frais de distribution supplémentaires sont en pratique payés par le client. De même, il est rare que les frais de rachat soient mentionnés dans les documents d'information clés, alors qu'ils devraient l'être dans plusieurs rubriques, et notamment dans la rubrique intitulée « Coûts de sortie »
ou encore dans la rubrique intitulée « Puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ?» Parallèlement à la problématique des frais que nous venons d'aborder ensemble, il nous paraît indispensable que les clients soient en mesure de comprendre l'impact de la durée de cotisation sur le coût final du contrat. Le client n'appréhende en effet pas toujours pleinement qu'en choisissant de payer des cotisations de manière périodique sur une durée longue, il obtient certes un montant d'échéance qui peut lui paraître attractif et qui peut correspondre à sa situation financière, mais en contrepartie, ce choix de cotisation va impliquer un coût cumulé de cotisation qui, dans certains cas vus en contrôle, revenait pour le client à financer 2 à 3 fois ses obsèques. C'est notamment le cas pour les formules de type prévoyance. Il est donc vraiment indispensable de fournir cette information sur le coût final du contrat. Et une pratique qui nous a semblé très intéressante et que nous avons constatée en contrôle de la part de certains acteurs consiste à fournir sous forme de tableau de simulation le montant de cotisation par échéance, mais également le coût total du contrat au terme donc de cette période de cotisation pour chaque durée et pour chaque périodicité de cotisation qui sont éligibles aux souscripteurs. Et ce tableau permet aux clients de disposer des éléments chiffrés pour comparer les différentes modalités de cotisation qui lui sont ouvertes, afin d'en choisir une en toute connaissance de cause. Je redonne maintenant la parole à Flore qui va vous présenter les axes d'amélioration en matière de conseil. Donc, comme Florent vous l'a indiqué, le client doit disposer en amont de la souscription d'une information claire sur les contrats, que ce soit leurs garanties, avantages et contraintes, mais aussi leurs coûts, afin de prendre une décision de souscription en toute connaissance de cause. Donc, nous sommes d'accord que cette décision incombe au client, mais il est de la responsabilité du distributeur, donc de votre responsabilité, d'accompagner votre client dans ce processus de décision. Et c'est d'autant plus important lorsqu'il y a plusieurs solutions qui s'offrent au client, d'où la nécessité du devoir de conseil. S'agissant de l'adéquation du devoir de conseil et du conseil, quelle réflexion mener? Dans un premier temps, une nécessaire identification d'un certain nombre de risques, qui est une analyse qui doit d'ailleurs être menée tout au long de la chaîne de distribution, que ce soit en échangeant entre le concepteur et le distributeur, mais aussi donc une mise en perspective de cette identification des risques en regard du profil du client que vous avez face à vous. Donc un exemple spécifique au contrat obsèque concerne l'inadéquation entre le capital qui sera versé au moment du décès et le coût réel des obsèques. Donc, au-delà des sujets déjà évoqués en termes d'évolution de coût des obsèques, je voudrais parler du risque d'insuffisance du capital versé au moment du décès. Et ce risque, il est particulièrement matériel, dans le cas de contrats d'épargne à prime périodique, en particulier lorsque, au moment même de la souscription, l'espérance de vie restante est inférieure à la durée de cotisation nécessaire pour constituer le capital. Donc la question de l'adéquation de ce type de contrat pour ce profil de client se pose au regard du risque identifié. Au contraire, lorsque le montant est supérieur, là c'est le risque d'inadéquation de la clause bénéficiaire qui apparaît, et la nécessité de l'anticiper avec donc une importance toute particulière attachée à la rédaction de la clause bénéficiaire et également au recueil d'informations que vous devez mener sur la situation familiale du client, afin que le reliquat de capital puisse être versé de manière adéquate et éviter toutes les problématiques de déshérence. Donc, le sujet est déjà de pouvoir collecter une information suffisante sur le client et qui, à ce jour, on a pu constater dans nos contrôles, est nettement insuffisante. Peut-être 3 points d'attention. Le premier peut sembler assez simpliste et évident, mais justement, peut-être parce qu'il est trop évident, on peut des fois ne pas y penser. Et donc, il y a une première question qu'il est important de poser, c'est à savoir si le client détient déjà préalablement un contrat obsèque. En effet, ce sont des cas que nous avons pu voir en contrôle, de cas de multisouscription, voire même au sein d'une même entité. Et c'est vrai que le cas de ces multisouscriptions pose question, en termes d'utilité, d'autant plus au vu du coût
de ces formules. Deuxième point, le recueil des informations patrimoniales sur le client qui sont à ce jour insuffisantes. Alors même que en fait, cette information elle est indispensable pour pouvoir apprécier la soutenabilité du montant de la prime dans la durée. D'autant plus, je le répète, que les frais et les coûts sont un véritable enjeu pour ces contrats. Troisième point, concernant l'évaluation des connaissances financières du client, qui là sont malheureusement encore trop rares. Donc, le recueil de l'information sur ces sujets doit certes être proportionné à la complexité du contrat. En obsèque, en fait, tout l'enjeu, c'est de s'assurer qu'il va pouvoir y avoir une bonne compréhension des principaux mécanismes du contrat. Comme on a pu voir, il y a différentes modalités, il y a des articulations qui ne sont pas nécessairement évidentes, en particulier avec des mécanismes d'aléas, par exemple. Et donc, c'est une fois que vous aurez appréhendé cette compréhension, que ça va vous permettre, vous, en tant que distributeur, d'adapter aux besoins la présentation que vous devez faire donc des mécanismes du contrat. Donc, je finirai ma présentation par les constats relatifs au devoir de conseil, un peu le point d'orgue de toute la démarche qu'on a présentée jusqu'à présent, et où les contrôles font ressortir jusqu'à présent une formalisation très insuffisante et malheureusement trop standardisée, sans rapport avec les éléments personnalisés propres aux clients. Donc à ce titre, une attention toute particulière doit être portée sur les préconisations en termes de formules conseillées, de modalités de cotisation préconisées et également en termes d'échéancier de la couverture. Donc ce n'est qu'une fois un éclairage suffisant donné en regard des caractéristiques principales du contrat, de leur adéquation avec la situation du client, notamment en regard d'une analyse objective des risques et des coûts, que le conseil pourra être considéré comme efficace. Merci. Merci beaucoup Flore et Florent pour cette présentation sur ce sujet sensible mais indispensable. Le coût moyen des obsèques est de l'ordre de 3 500, 3 700 €. Donc il est en effet nécessaire et utile souvent de se prémunir et de s'organiser. Mais le message clé est donc bien évidemment ne pas seulement vendre un contrat obsèque, mais le conseiller le produit le plus adapté aux besoins de son client. Nous allons maintenant aborder le dernier thème de cet après-midi, qui est un thème très important, crucial, qui fait partie des priorités de contrôle de notre direction et de la CPR, la vente donc, de contrats d'assurance vie, particulièrement dans cet univers de taux durablement bas qui brouille les cartes et remet en cause un certain nombre de paradigmes, amène les assureurs à modifier leur offre d'assurance vie. Et donc, on va, avec Sophie Béranger-Lachamp et Anaïs Catala, vous faire part des conclusions qu'on a sur les premières vagues de contrôle que nous avons menées sur la commercialisation d'assurance vie, en tenant compte, bien évidemment, des exigences de la directive distribution d'assurance entrée en vigueur en 2018. Merci Nathalie. La CPR a mené en 2019 et 2020 42 contrôles auprès d'intermédiaires d'assurance spécialisés dans la commercialisation de contrats d'assurance vie, la plupart également conseillers en investissement financier. À l'issue de ces contrôles, nous allons vous présenter un certain nombre de pratiques que nous avons relevées et qui, pour certaines, nous paraissent à améliorer. Nous souhaitons ainsi appeler votre attention sur les deux points suivants. Le premier porte sur l'importance pour les intermédiaires de veiller à accomplir les diligences propres à la distribution de contrats d'assurance qui relèvent du Code des assurances au même niveau que les diligences qu'ils effectuent en qualité de CIF, diligences issues de la directive MIF 2. Notre deuxième point d'attention porte sur une exigence forte de traçabilité qui s'applique aux intermédiaires, à la fois pour la remise de l'information précontractuelle aux clients, mais aussi pour la mise en œuvre du devoir de conseil. Je laisse la parole à Anaïs qui va vous détailler ces différents points. Merci Sophie. Donc nous allons commencer cette présentation sur des éléments relatifs au recueil des informations relatives aux clients.
Pour rappel, ce recueil doit porter sur les besoins et exigences du client, sa situation financière, ses objectifs d'investissement, sa connaissance et son expérience en matière financière. C'est un prérequis qui est absolument indispensable au devoir de conseil, puisqu'on ne voit pas très bien comment vous pouvez proposer un contrat cohérent pour le client si vous ne connaissez pas votre client. Pour autant, nous observons encore de nombreuses insuffisances dans le cadre de ce recueil. Notamment des lacunes en matière d'information sur la situation familiale, financière, pourtant ce sont des données qui sont essentielles. Nous avons également des profils de risque qui manquent de fiabilité. Dans le cadre de ce recueil des informations, vous utilisez pour la grande majorité d'entre vous la technique du questionnaire. C'est une technique qui est satisfaisante, mais au regard des écueils constatés, vos questionnaires mériteraient d'être améliorés. Quelques points d'attention, lorsqu'un couple se présente auprès d'un intermédiaire, il est souvent établi qu'un seul questionnaire pour le couple. Pourtant, un couple, c'est une somme de deux individus qui peuvent avoir des connaissances, des expériences différentes en matière financière ou des besoins différents. Par ailleurs, on a des contenus de questionnaires qui ne sont pas toujours en adéquation avec le produit vendu, qui ne prennent pas suffisamment en compte les spécificités de l'assurance vie, par exemple. Et enfin, des questionnaires qui ne permettent pas d'établir des profils fiables parce qu'ils sont trop fondés sur l'auto-évaluation. Enfin, ce questionnaire, il ne doit pas servir uniquement à dire que vous avez rempli vos diligences en matière de recueil des informations. Il doit avoir un vrai effet utile. Il doit servir dans le cadre de votre conseil. C'est pourquoi il est nécessaire et important de vérifier la cohérence des réponses et leur complétude, afin d'établir un profil et afin d'établir une véritable connaissance client. Autre point sur lequel nous souhaitions revenir cet après-midi, c'est la remise des DIC et des DICI. Alors c'est une obligation qui est issue des règlements PRIPS et applicable depuis le 1er janvier 2018. Pour autant, nous observons encore d'importantes lacunes dans le cadre de cette remise. Pour rappel, cette remise doit être effectuée sur un support dit durable. Le principe, c'est que le support est un support papier. Or, il est possible, sous certaines conditions, de remettre sous un autre type de support durable ces DIC et ces DICI. Mais il faut absolument et nécessairement recueillir le consentement du client et le support papier doit nécessairement être proposé et jamais imposé il n'est jamais possible d'imposer un autre support. En outre, ces DIC et ces DICI doivent être remis suffisamment tôt et en tout état de cause avant la souscription du contrat, puisqu'on ne voit pas comment le DIC et les DICI peuvent remplir leur rôle, à savoir aider le client à prendre une décision en toute connaissance de cause, si ce dernier est transmis après la souscription du contrat. Enfin, la remise doit être complète et conforme. Alors, un écueil qui est aussi important en termes de DIC et de DICI, c'est que nous n'avons pas suffisamment la traçabilité de cette remise, ni la date à laquelle elle a été effectuée. Et ni la traçabilité d'ailleurs du consentement. Une fois que ceci est dit, vous allez mettre en œuvre votre devoir de conseil. Le devoir de conseil, comme vous le savez, il s'agit de formaliser les raisons qui justifient le caractère approprié du contrat proposé, de fournir des informations objectives sur le produit d'assurance, des informations claires, exactes et non trompeuses et adaptées à la complexité du produit que vous vendez. Le but, c'est que votre client puisse prendre une décision en toute connaissance de cause. Or, malgré cette importance, la motivation du conseil présente un certain nombre de lacunes. Notamment, on observe des durées de détention recommandées dans les DIC qui sont inadéquats avec finalement les souhaits du client. Des produits proposés au client qui sont incohérents avec le profil de risque du client ou le profil même du client. Donc, ce sont des points sur lesquels il faudra travailler. Autre élément sur lequel nous souhaitions revenir cet après-midi, c'est le service de recommandation personnalisé. En effet, nous voulions faire un point sur ce sujet-là, puisque nous avons l'impression que c'est une nouveauté de la DDA qui n'est pas forcément très bien compris par les acteurs que nous avons pu contrôler ces dernières années.
Alors, qu'est-ce que le service de recommandation personnalisé? C'est quelque chose qui est facultatif pour vous. Vous n'êtes pas obligé de faire un service de recommandation personnalisé. Mais si vous le faites, il s'agit en fait de comparer un certain nombre de contrats ou des options au sein du contrat et de vérifier quel est le contrat ou les contrats qui est le plus adéquat au regard des exigences et besoins du client et en particulier aussi au regard de son profil de risque. Une fois que ceci est dit, que soit vous ne faites pas de service de recommandation personnalisé, et dans ce cas-là, il est absolument nécessaire de supprimer toute mention de ce service de recommandation personnalisé de votre documentation, puisque de telles mentions pourraient être trompeurs pour le client, qui pourrait s'attendre à bénéficier de ce dit service. Si ce service est effectivement rendu, vous devez bien veiller à appliquer la réglementation et j'attire votre attention sur le fait qu'il est nécessaire d'expliquer aux clients et que nous on en est, et de le tracer d'ailleurs, les critères qui ont permis d'établir cette comparaison et qui vous ont permis de dire qu'un contrat est plus adéquat qu'un autre pour votre client. Deux points d'attention particuliers. Comme l'a dit Sophie tout à l'heure, de nombreux intermédiaires d'assurance sont également des CIF. Or, dans ce cas, nous observons un amalgame entre ce qui doit être fait dans le cadre de l'activité de CIF, à savoir un conseil au regard de la situation globale du patrimoine, et le conseil en assurance vie, qui repose en fait sur la cohérence de la solution d'assurance proposée. Des écarts peuvent éventuellement peuvent se justifier, mais dans ce cas-là, il est nécessaire de les tracer et de les expliciter. Enfin, autre point concernant la rédaction de la clause bénéficiaire. La clause bénéficiaire, c'est une clause qui est particulièrement importante et qui est source de nombreux contentieux. Donc il est nécessaire, d'une part, dans le cadre de votre conseil, d'expliquer la portée de cette clause, éventuellement aussi les conséquences en cas d'acceptation de la clause. Et lorsque le client souhaite une clause bénéficiaire spécifique, qui ne soit pas la clause standard de vos contrats, il est nécessaire de l'accompagner dans la rédaction de cette clause, notamment en lui expliquant qu'il y a certaines personnes que l'on ne peut pas désigner dans cette clause. Je pense par exemple au personnel de santé qui a soigné l'assuré au cours de sa vie. Enfin, alors peut-être que vous faites très bien ce devoir de conseil en matière de clause de bénéficiaire, mais nous n'avons pas suffisamment, voire quasiment pas de traces de votre conseil dans le cadre de la rédaction de cette clause bénéficiaire. Donc j'attire encore une fois votre attention sur la nécessité de tracer l'ensemble des diligences qui vous incombent dans le cadre de vos missions. Merci Anaïs. S'agissant de la rémunération des intermédiaires, alors la directive distribution de l'assurance a introduit de nouvelles obligations. En premier lieu, le distributeur doit indiquer au client son mode de rémunération, c'est-à-dire s'il travaille sur la base d'honoraires, de commissions, d'une combinaison des deux, et il doit également communiquer au client le montant de ses honoraires. Mais surtout, la rémunération du distributeur ne doit en aucun cas l'inciter à proposer un contrat non conforme à l'intérêt du client. À ces exigences de la DDA se sont ajoutées également de nouvelles dispositions issues de la loi Pacte concernant les contrats en unité de compte et qui visent à assurer une meilleure transparence sur les frais. Il s'agit pour chaque unité de compte de donner une information détaillée sur les frais et sur les rétrocessions de commissions. S'agissant de la rémunération des intermédiaires, notre point d'attention porte sur des modalités de rémunération que nous avons pu relever lors de nos contrôles, tels que certains challenges commerciaux fondés sur des volumes commercialisés pour tel ou tel contrat d'assurance, ou encore des écarts de rémunération significatifs et non justifiés entre fonds en UC et fonds euros. De telles situations peuvent contrevenir en effet à l'obligation d'agir au mieux des intérêts du client et de telles situations peuvent être porteuses ou sources de conflits d'intérêts. C'est pourquoi il apparaît essentiel que les intermédiaires mettent en place et formalisent une politique de prévention et de gestion des conflits d'intérêts. La mise en place d'une telle procédure doit leur permettre de cartographier les conflits d'intérêts potentiels, de recenser et surtout de traiter les conflits d'intérêts avérés
Enfin, cette procédure doit être actualisée régulièrement afin de tenir compte de l'évolution de l'activité de la société, de l'évolution de ses partenariats, etc. Alors, en conclusion, l'ACPR poursuivra en 2021 ses contrôles sur la commercialisation de l'assurance vie sous l'angle du contrôle des pratiques commerciales, aussi bien auprès des distributeurs, mais également des producteurs. Dans le cadre de ces contrôles, nous aurons une vigilance renforcée sur les rémunérations qui font l'objet de nouvelles dispositions, comme on vient de le voir, et dont les modalités ne doivent pas contrevenir à l'intérêt du client. Aussi, l'enjeu pour les intermédiaires nous semble désormais, pour ce qui concerne leur activité de distribution d'assurance, de se doter d'un dispositif solide et efficace de prévention des conflits d'intérêts, ce dispositif devant leur permettre d'identifier et de traiter toutes les situations risquant de porter atteinte aux intérêts des souscripteurs. Merci de votre attention. Merci beaucoup Sophie et Anaïs. Donc sur ce sujet de la distribution d'assurance vie, vous l'aurez compris, on poursuit ces contrôles qui sont menés par les équipes de l'ACPR et aussi avec le soutien du réseau des succursales de la Banque de France en province et dont vous avez pu avoir un retour d'expérience, un premier retour d'expérience au travers des points d'attention qui ont été signalés. De manière plus générale, le fait de prodiguer un devoir de conseil de qualité est très important. Il faut incorporer, mettre en œuvre l'ensemble des dispositions de la directive distribution d'assurance. Mais aussi, il faut que le client soit en mesure lui-même de recevoir ces informations et de les comprendre. C'est tout l'enjeu, notamment de l'éducation financière, un sujet très important sur lequel la Banque de France est un opérateur national et auquel l'ACPR contribue. Et je voudrais signaler l'initiative des rendez-vous de l'épargne qui se tiennent actuellement en webinaire, mais qui concernent l'ensemble des villes de France. On a 40 sessions qui poursuivent, qui continuent de se tenir sur ce sujet-là, menées par l'ACPR, l'AMF en lien avec la Banque de France, et qui visent à donner justement aux épargnants les clés pour comprendre les enjeux de l'épargne, les questions à se poser avant d'investir. Donc c'est vraiment la complémentarité. Il y a tout le devoir des professionnels, le devoir de conseil, mais aussi il y a le client responsable face à ce conseil et en capacité de comprendre, grâce notamment aux informations qui lui sont prodiguées, mais aussi à une augmentation du niveau d'éducation financière auquel nous participons tous, autorités, mais aussi professionnels.